La question du vote utile est très controversée. On retrouve du vote utile chez Jadot, on retrouve du vote utile chez Pécresse, on retrouve du vote utile partout. Il y a des éléments objectifs qui disent non, la progression ne vient pas de ça, c'est que toute la gauche progresse. À la gauche américaine, l'élection de Trump, ça a été un peu une catastrophe. Ça a coupé l'élan qu'ils avaient à prendre le pouvoir au sein du Parti démocrate. C'est une décennie perdue du fait de l'élection de Trump. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Média TV, un plateau où je me trouve avec Stefano Palombarini, enseignant-chercheur en économie politique et membre du Parlement de l'Union populaire, et où se trouve aussi par le biais de la visio notre ami Chris, dit Politico Boy, journaliste et ingénieur économiste, bon connaisseur des États-Unis comme les spectateurs réguliers du média le savent. Aujourd'hui, on ne parlera pas des États-Unis, mais de la France, du paysage après la bataille du premier tour et surtout des rapports de force que ce premier tour laisse entrevoir à gauche, notamment avec le début de négociations qu'on imagine houleuses sur une éventuelle stratégie unitaire en vue des législatives. Qui pèse quoi à gauche? Que pèse la gauche? L'heure des calculs d'apothicaire est arrivée. Mais au-delà de ces calculs qu'on pourrait considérer comme relevant de la tambouille politicienne, l'enjeu, c'est la question de l'hégémonie à gauche et de l'identité même de la gauche, qui nous amène à une autre question, l'identité du bloc populaire en France. Bonjour Stefano, bonjour Chris. Alors, que pèsent aujourd'hui les différentes forces de gauche? L'Union populaire, donc de Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise et ses alliés, posent comme base de discussion les résultats du premier tour de la présidentielle, et ELV, comme le PCF, crie à la forfaiture, évoquant le poids du vote utile qui pèserait pour plus de la moitié des voix de Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Ça, c'est vraiment la polémique à gauche du moment. Alors Chris, tu as quelques éléments chiffrés à ce sujet. Oui, parce que j'ai vu que ça arrivait directement sur les réseaux sociaux, qu'en gros, il y a un sondage qui est paru de Opinionway, qui est sorti très tôt après les résultats du premier tour, et qui montrerait qu'un électeur sur deux de Jean-Luc Mélenchon aurait voté uniquement par vote utile. Et en fait, on voit que si on croise avec d'autres données, donc il y a d'autres sondages depuis qui sont sortis avec des échantillons potentiellement plus grands, comme celui de l'IFOP, et qui ont posé des questions avec des tournures parfois légèrement différentes et qui ont obtenu des résultats très différents. Donc l'IFOP, par exemple, montre qu'il y a 80% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui adhèrent aux idées et au programme et à la ligne, et qu'il y a à peu près un électeur sur deux de Jean-Luc Mélenchon qui avait voté pour lui, non pas seulement pour défendre des idées ou pour qu'il arrive au second tour, donc dans l'idée de faire barrage, mais pour qu'il gagne la présidentielle. Donc il y a quand même une adhésion plus forte a priori que ce qui ressort du sondage Opinionway. Et c'est aussi le cas si on regarde les transferts de voix qui ont eu lieu. Ça, c'est des données qui viennent de l'Ipsos entre le vote de 2017 et le vote de 2022. On voit qu'en fait, Mélenchon récupère des voix à gauche, mais aussi dans l'abstention. Et si on compare ça aux sondages, donc qui sont à la moyenne des sondages qui ont été publiés pendant la campagne, on voit en fait que ça a percé dans les sondages et commence il y a à peu près un mois où il était autour de 10-11 et il arrive à 18 à la fin des sondages pour finir à 22 le jour du vote. Et pendant cet accroissement des sondages, il n'y a pas eu de chute correspondante dans les électorats de Yannick Jadot, de Fabien Roussel et de Anne Hidalgo. Ils ont baissé un peu, mais leur baisse n'est pas du tout équivalente à la hausse de Jean-Luc Mélenchon, à laquelle se rajoutent ces fameux 5 points de plus que ce que lui prédisaient les sondages, qui, de l'avis même de sondeurs à qui j'ai parlé, dont un Ipsos, disent que cette hausse vient surtout de l'abstention qui avait été mal anticipée et qui s'est reportée. La hausse de la participation semble avoir bénéficié beaucoup à Jean-Luc Mélenchon. Et là encore, en croisant les sondages, cette hausse n'est pas seulement due à un vote utile, mais aussi à une forme d'adhésion aux idées, ou du moins à la ligne défendue par l'Union populaire. Alors Stefano, on a écouté les différents chiffres des différents sondeurs évoqués par Chris. Tu as un avis plus politique, disons, parce que tu as été impliqué dans la campagne de l'Union populaire. Qu'est-ce qui ressort de ces chiffres? Donc, un analyste, parce que j'arrive je pense, à analyser froidement, même si j'étais engagé dans la campagne, effectivement, de l'Union populaire. La question du vote utile est très controversée parce que dans la tête des électeurs, il y a évidemment beaucoup d'éléments qui se mélangent, y compris
un élément de vote utile. Mais par exemple, le sondage d'OpinionWay qui était cité, c'est un choix binaire. Est-ce que vous avez voté utile ou pas? Okay. Et donc, on retrouvait effectivement très haut les votes utiles chez Mélenchon, mais on retrouve du vote utile chez Jadot dans ce sondage, on retrouve du vote utile chez Pécresse, on retrouve du vote utile partout. C'est qu'évidemment, on n'a pas beaucoup d'essence. On vote utilement pour quelqu'un qui n'a jamais eu, par exemple Jadot, qui n'a jamais eu aucune chance d'être au deuxième tour, si on regarde les sondages. Donc, l'autre sondage que citait Chris, celui d'IFOP, laissait la possibilité de plusieurs réponses, ce qui est un peu plus intelligent, vu que dans la tête de quelqu'un qui vote, il peut y avoir plusieurs motivations simultanément. Et dans ces sondages, il y avait 80% d'adhésion au programme pour Mélenchon. Donc ça a l'air contradictoire, mais je pense que c'est la façon dans laquelle les questions sont posées qui fait la différence aussi. Après quoi, il y a des éléments objectifs. La progression de Mélenchon, si on intègre les voix PCF, parce que le PCF les soutenait en 2017 et aussi en 2012, mais si on compare à 2017, la progression, c'est 4,5 points. La progression du total gauche, en mettant dedans, y compris la candidature socialiste, etc., vraiment ce qu'on appelle gauche, même, voilà. Donc, habituellement, le total gauche progresse de 4,5 points. Exactement la progression de Mélenchon. Voilà. Donc, la progression du total gauche, ça ne peut pas être l'effet du vote utile, parce que le vote utile, c'est le passage d'un candidat de gauche à l'autre. Il y a certainement du vote utile, mais tout indique qu'il est équivalent au vote utile important qui avait eu lieu en 2017, qui n'était pas négligeable. Il y avait eu un passage au cours des dernières semaines de campagne des Hamon vers Mélenchon. À l'époque, j'avais évalué en 5 points en regardant les sondages de l'époque. Je pense que c'est du même niveau dans cette élection, le passage de Jadot, éventuellement Hidalgo, vers Mélenchon, mais c'est du même ordre, ça n'explique pas la progression. Et l'élément objectif qui dit non, la progression ne vient pas de ça, c'est que le total gauche progresse. Donc ça ne peut pas être expliqué par les votes utiles. Alors en plus, ça dépend de ce qu'on appelle le vote utile. Quand on vous demande est-ce que vous avez procédé à un vote utile, vous pouvez l'entendre comme est-ce que vous avez procédé à un vote de quelqu'un qui pouvait arriver au second tour? Est-ce que vous avez voté pour quelqu'un dont les idées peuvent être utiles au débat politique? C'est vraiment un mot qui est polysémique. Alors, ça nous amène à une autre question, c'est vraiment la question des hégémonies aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une ou plusieurs gauches? Est-ce qu'on peut encore parler de gauche irréconciliable? Chris, à ton avis, qu'est-ce qui sort comme spectre politique et sociologique de cette élection quand on analyse les dynamiques à l'intérieur du bloc de gauche? Moi, ce que je vois surtout, c'est que la gauche modérée, on va dire le centre-gauche, la gauche libérale, sa ligne a complètement perdu sur ces élections. Quand on sait en plus qu'il y a quand même des proximités, au moins sur les thèmes de l'écologie, entre ce que proposait Yannick Jadot et ce que proposait Jean-Luc Mélenchon, du moins dans l'esprit des électeurs. Et si on regardait les comparatifs de programmes qui a été faits par les ONG environnementales, ils étaient très proches. Et de la même manière, le PCF, même si la campagne de Roussel a été vraiment mis l'accent sur des thématiques qu'on pourrait qualifier de réactionnaires, c'est quand même aussi un programme globalement qui recoupe beaucoup celui de la France insoumise. Donc tout ça valide plutôt le succès de la gauche de rupture, alors que la gauche, ce qu'on appelait avant la gauche de gouvernement, ça reste Hidalgo qui fait moins de 2%. Donc pour moi, c'est pas forcément qu'il y a des gauches, il y a toujours des gauches irréconciliables si on les décrit comme elles l'étaient, mais celle qui était dite la gauche de gouvernement et qui est compatible avec le néolibéralisme, maintenant elle a totalement passé dans le camp de Macron, et donc il n'y a plus vraiment qu'une gauche hégémonique de ce côté-là. Après, ce n'est pas forcément garanti que les électeurs le voient comme ça et que ça se concrétise dans les élections après au niveau local, mais peut-être que Stéphano aura plus d'éléments là-dessus à apporter. Alors Stéphano, est-ce que finalement on peut considérer que la bataille hégémonique est terminée, qu'elle a été gagnée par la France insoumise et l'Union populaire? C'est extrêmement important parce qu'il n'est pas sûr que les autres forces acceptent un tel verdict et les redistributions de pouvoir internes que ce verdict entraînerait. La bataille hégémonique n'est pas gagnée définitivement.
je pense que ce qui est acquis définitivement, c'est que la perspective de ce que nous on appelle avec Bruno Mable la gauche d'accompagnement par rapport à la trajectoire néolibérale, et c'est qu'on appelait jusqu'il n'y a pas très longtemps la gauche des gouvernements. Cette perspective-là, elle est morte, elle est définitivement fermée pour des raisons profondes. C'est parce que cette gauche-là a perdu d'abord la composante populaire de sa base, progressivement, et elle a perdu en 2017 la composante bourgeoise de sa base qui est partie chez Macron. Alors, un des enjeux qui était ouvert dans cette élection, c'était de voir si une partie au moins de cette ancienne bourgeoisie de gauche, de cette bourgeoisie anciennement de gauche. Si elle revenait en arrière après les 5 années de Macron, avec tout ce qu'on sait que cela a comporté comme réduction des libertés, répression des mouvements sociaux, enfin, même sur des thèmes sur lesquels cette bourgeoisie de gauche pouvait être sensible, Macron elle a dépassé les lignes rouges et elle ne l'a pas sanctionné. Elle est partie en direction opposée. Et je pense que le calcul qu'on fait certainement Hidalgo, et pour une grande partie Jadot dans cette campagne, qui est, pour certains, c'était surprenant qu'il soit joué dans une clé aussi anti-Mélenchon. Mais ce n'est pas surprenant si on s'est dit l'objectif, c'était de parler à ces groupes-là, de ramener en arrière, en gros, la moitié de la base du Parti socialiste à l'époque d'Hollande, donc, qui était 14% d'électorat. C'était pas de la ramener en arrière. Voilà, on voit que ça a été un échec. Ils ne sont pas revenus. Et donc, pour la perspective de la gauche d'accompagnement, les classes populaires étaient perdues depuis longtemps. La composante bourgeoise qui était perdue en 2017, si elle ne revient pas en arrière, là, on ne voit pas ce qui pourrait la faire revenir. Donc, cette perspective-là, c'est terminé. L'autre dimension de l'hégémonie, c'est la tentative de construire un bloc populaire de gauche par Mélenchon, par la France Insoumise et par l'Union populaire, qui, disons, progressivement, ça prend de la force. Vous regardez 2012, 2017, 2022, il y a une progression constante. En même temps, ça reste une progression fondée pour une grande partie sur des classes qu'on a vues dans cette élection, qui se mobilisent au dernier moment, parce que je pense qu'il y a vraiment une mobilisation. Les sondeurs l'ont raté, mais je comprends qu'il est raté, parce que je pense qu'il y a vraiment une mobilisation de la dernière semaine, quasiment, qui fait passer Mélenchon de 18 à 22. Donc, c'est des classes qui se sont mobilisées, mais ce n'est pas acquis qu'elles fassent partie intégrante, stable, de façon durable, d'un nouveau bloc. Parce qu'ils sont mobilisés très vite. Ce qu'on avait vu en 2017, par exemple, c'est que l'espace de 2 mois, entre la présidentielle et la législative, ils ont voté à la présidentielle, ils n'ont pas voté aux législatives. Et ils n'ont pas voté aux européennes, ça se comprend mieux. Mais les législatives, c'était quand même une échéance importante, ils n'ont pas voté. Donc ce qui reste à faire, je ne pense pas qu'il y ait un combat à mener contre une gauche d'accompagnement qui est morte. Donc, voilà. Mais ce qui reste à faire, c'est consolider ces nouveaux blocs et l'élargir, évidemment, parce que la perspective, c'est la prise du pouvoir. C'est pas de constituer un bloc minoritaire, mais il faut consolider ce qui existe et continuer une progression qui a eu lieu les 10 dernières années. Mais de ce point de vue-là, il n'y a rien d'acquis. Chris, est-ce qu'on peut considérer ceci Mélenchon, il parle d'un bloc populaire, d'un bloc, disons, néolibéral et d'un bloc d'extrême droite. Le fameux gâteau à 3 parts, les 3 France qui ressortent de ce premier tour. Le problème est qu'une large partie du peuple qui devrait être dans le bloc populaire a voté pour le bloc d'extrême droite. C'est le constat de François Ruffin, donc, qui constate amèrement que les classes populaires des villes moyennes, des petites villes et de la ruralité n'ont pas voté pour Jean-Luc Mélenchon, mais plutôt pour Marine Le Pen en grande partie, voire un peu pour Emmanuel Macron. Comment on peut l'expliquer ? Et est-ce que, disons, les chiffres peuvent nous permettre d'y voir plus clair ? Disons qu'il y a une tendance lourde qui est difficile à inverser en une élection. C'est le glissement de l'électorat ouvrier et rural, ou du moins des petites villes vers l'abstention et le Front National. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe, en tout cas de manière très claire aux États-Unis, où le Parti démocrate perd de plus en plus pied avec l'électorat ouvrier et en particulier l'électorat
qui est hors des grandes villes, des grands centres urbains. Moi, ce que je constate quand même, c'est que Jean-Luc Mélenchon est resté stable auprès des catégories sociales dont on parle, donc par rapport à 2017, à peu près au même niveau, avec les ouvriers et en pourcentage dans les sondages qui ont été faits en sortie des urnes, comme on dit. Donc, il y a quand même, il ne progresse pas. Donc, ça explique le constat d'échec de François Ruffin, mais il inverse la tendance, ou en tout cas, il stoppe l'hémorragie. Donc, ça, c'est peut-être quelque chose qui reste un peu encourageant. Et un autre signal aussi que j'ai observé comme ça, en regardant un peu la composition des électorats, c'est le vote, pour faire écho un peu à ce que disait Stéphano sur la durabilité et le côté un peu fluide de ce bloc qui essaye de constituer l'Union populaire. C'est le vote auprès des jeunes. On voit qu'en fait, en 2017, Mélenchon était déjà haut chez les 18-24 ans, mais il était relativement comparable aux autres candidats, il me semble 24% chez les 24 à 35 ans. Et là, il a conservé son niveau chez les 18-24 et il a augmenté son niveau vers les 18-34. Et c'est aussi quelque chose qu'on a observé aux États-Unis avec le vote Sanders, ce qui pourrait suggérer que les gens qui votent Mélenchon, contrairement à ce qui est d'habitude, quand on vote, on a tendance à voter plus à gauche quand on est jeune, et quand on prend de l'âge, l'électorat devient un peu plus conservateur, on va dire. C'est pas quelque chose qu'on observe avec Mélenchon, comme s'il avait fidélisé un peu cet électorat en 5 ans, et c'est quelque chose qui avait été noté par la gauche socialiste aux États-Unis avec le vote Sanders. Donc à voir si c'est confirmé, mais c'est au moins un signal un peu plus positif par rapport au fait qu'effectivement, l'enjeu reste de parvenir à mobiliser ces électeurs dans les échéances électorales intermédiaires, en particulier les législatives qui arrivent. Alors, certains chiffrages, certaines analyses montrent que Jean-Luc Mélenchon progresse largement dans les grandes villes, le cœur des grandes villes, et ce qui est quand même une nouvelle de cette élection, et dans les périphéries des grandes villes, mais qu'il perd des points dans certaines zones, disons, périphériques, de la France périphérique. Stéphano? J'ai lu l'interview de Ruffin. Je n'ai pas regardé par contre les données. Est-ce que cette analyse est vraiment fondée? Mais ce qui est certain, donc d'abord, sur le vote populaire, il y a une progression chez Mélenchon. Moi, j'ai regardé les données IFOP. Il y a une progression chez les ouvriers, chez les chômeurs, dans le classement par revenu, dans les catégories modestes et pauvres. Ça progresse dans tout ça. Pas énormément, 2-3 points par rapport à 2017. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'il ne progresse pas au détriment du vote des mêmes catégories pour Le Pen. Donc ça rééquilibre, surtout, je pense, en mobilisant des abstentionnistes, pour beaucoup. C'est pas du vote extrême droite reconverti en vote à gauche. Ça, je pense qu'il doit y en avoir très peu. Et effectivement, les votes ouvriers, par exemple, il y a 27% chez Mélenchon, 30% chez les chômeurs. Il faut avoir en tête que d'avoir chez les classes populaires un rapport qui est pratiquement équilibré entre ceux qui votent extrême droite et ceux qui, disons, Le Pen, et ceux qui ont voté Mélenchon. D'avoir ça, c'est une nouveauté pour la France, dans laquelle les catégories populaires avaient déserté la gauche quand même. Et c'est assez spécifique à la France par rapport aux autres pays européens. Moi, je connais très bien l'Italie. On rêverait d'une gauche capable d'avoir 30% des votes des chômeurs et 27% des ouvriers en Italie. Ça n'existe pas. Ces catégories-là votent massivement. Celles qui votent massivement à l'extrême droite et pour une grande partie s'abstiennent. Ils sont clairement retirés du jeu. Je pense que Mélenchon a regagné du terrain de façon considérable sur la fraction des classes populaires qui s'étaient retirées du jeu. Il les a remobilisés. Les problèmes que souligne Ruffin, je répète, je n'ai pas les données précises pour voir s'il y a vraiment une baisse par rapport à 2017, mais le problème qui souligne Ruffin, ça existe, c'est un vrai problème politique, c'est, OK, on arrive à remobiliser des gens découragés, qui s'abstenaient, et comment on arrive à ramener dans une perspective des ruptures avec le néolibéralisme, des réelles ruptures avec le néolibéralisme, des classes populaires qui votent traditionnellement,
désormais, depuis très longtemps, qui votent à l'extrême droite. Comment on parle à ces classes-là et comment on arrive à les convaincre qu'il faut changer des chemins, ça, c'est un vrai problème politique qui reste ouvert. Mais la persistance et même l'affirmation d'un vote Marine Le Pen, en dépit de tout le tapage médiatique autour d'Éric Zemmour, quelque part montre aussi, on pourrait parler de deux blocs d'extrême droite, d'autant plus que plus une ville est riche, plus elle vote à l'extrême droite Éric Zemmour, et plus une ville est pauvre, plus elle vote Marine Le Pen. Est-ce qu'il y a deux blocs d'extrême droite ? Non, il n'y a pas deux blocs d'extrême droite. Alors, il y a 15 jours encore, donc tout récemment, quand on me demandait d'analyser la situation de la droite en France, je disais c'est un paysage en cours de restructuration, parce qu'à l'époque, il y avait 4 candidats bien placés dans les sondages, Macron, Pécresse, Zemmour, Le Pen, il y en avait 4. 4 candidats de droite, donc. Dans l'espace de la droite, il y avait 4 candidats. Je dis extrême droite, non, Macron, c'est pas extrême droite, Pécresse un peu. Donc, il y avait 4 candidats dans l'espace de la droite qui partaient des points de départ différents, mais qui avaient les 4 une stratégie que moi j'appelle du néolibéralisme autoritaire. Et je disais, c'est pas possible qu'il y ait 4 candidats avec des stratégies convergentes. Il va y avoir une restructuration. Honnêtement, je ne pensais pas que ça se passe aussi rapidement. Je pensais plutôt dans la perspective des années à venir. Mais non, cette restructuration elle a eu lieu très rapidement. Et on voit bien qu'il y a des candidats. Zemmour, je pense qu'il va disparaître du paysage. Je ne vois pas comment il resterait. Pécresse... peut-être qu'aux élections locales, les Républicains feront, et même aux législatives, qui feront des élus. Mais on voit bien qu'il y a des propositions maintenant dans l'espace de la droite. Et la proposition de Macron et celle de Le Pen, c'est des électorats assez bien différenciés. Très, très différenciés. Voilà. Même si du point de vue de la stratégie, et on va les voir dans les débats, on est en train de les voir dans ces débats de l'entre-deux tours, du point de vue des stratégies de politique économique et de politique publique, ça converge plutôt, mais en partant sur des bases très différentes. Zemmour, dans tout ça, a essayé une stratégie qui, de mon point de vue, était une stratégie de médiation, même si Zemmour avait l'air d'être le plus extrême de tous, mais c'était, à mon sens, une tentative d'unifier un électorat bourgeois des droites très attaché aux réformes néolibérales et un électorat populaire qui est chez Le Pen parce qu'il attend quelque chose comme une protection contre les réformes néolibérales. Et donc la médiation des Zemmour, c'était aller à l'extrême sur tous les thèmes racistes, identitaires, sécuritaires, etc. C'est disons, les classes populaires vont m'écouter sur ça, et un programme hyper libéral sur fiscalité et tout le reste. Cette tentative de médiation n'a jamais fonctionné parce que même quand il était haut dans les sondages, en réalité, par son programme économique, il paraît aux classes bourgeoises de la droite et par ses outrances racistes, il paraît au même électorat. Il a toujours eu, dans la composition de son socle électoral, ça a toujours été un électorat très bourgeois chez Zemmour. Il n'a jamais rien récupéré aux classes populaires qui étaient chez Le Pen. Quand Le Pen a baissé, à cause de Zemmour, elle a baissé dans les classes moyennes et hautes qui votent pour elle. Les classes populaires sont toujours restées fidèles à Le Pen parce que je pense que la raison essentielle pour laquelle ils restent fidèles à Le Pen, c'est qu'ils pensent, pour des raisons qu'on peut analyser, ils pensent que Le Pen, d'une certaine façon, protège contre les réformes sur les relations salariales, sur les services publics, sur l'école, sur l'hôpital, etc. Je crois que c'est totalement faux. Mais je pense que c'est ça qui motive ces votes populaires pour Le Pen, beaucoup plus que le thème xénophobe, etc. Parce que si c'était la xénophobie, le racisme, l'identité française qui est en danger, comme Zemmour a fait plus que Le Pen sur tout ça, on aurait vu au moins une partie de ces classes populaires passer de Le Pen à Zemmour. Non seulement dans les résultats, il n'y a pas ça, mais dans les sondages, il n'y a jamais eu un moment dans lequel on a vu ça. Donc, alors, c'est peut-être un propos non populaire, donc ça voudrait dire qu'il y a une conscience de classe, y compris parmi les classes sociales défavorisées et modestes qui votent pour Marine Le Pen. Non, je ne pense pas qu'on puisse appeler ça une conscience de classe. Mais de quoi il s'agit ? Une résonance de classe ? Il s'agit...
Oui, d'un comportement de classe. D'un comportement lié à sa propre classe, oui. Conscience de classe, non. Et à mon sens, ces réflexes, lorsqu'on est hostile aux politiques menées par Macron, par exemple, ou à celles qui avaient été menées par Hollande avant lui. C'est-à-dire quand on est hostile aux réformes néolibérales, il y a une sorte de réflexe qui est encore ancré et contre lequel Mélenchon se bat, mais ça prend du temps. C'est pour ça, moi, je ne suis pas déçu par les résultats du premier tour. Je trouve que 22%, c'est énorme. Ça prend du temps, mais il y a un réflexe qui est très, très enraciné, notamment dans une fraction des classes populaires, peut-être celles qui vivent les plus éloignées des grandes villes, etc. Mais c'est un vrai réflexe. Les schémas pour lesquels droite et gauche, ça ne change rien. Ça sera des réformes qui vont nous pénaliser. On vote contre ces systèmes. Et la candidate qui est en dehors du système, c'est la candidate du Rassemblement national. Vous voyez, il y a eu un front républicain contre l'extrême droite. Ça n'existe plus. Okay? Ça n'existe plus. Tout le monde en parle, mais la réalité dans le comportement des électeurs et dans le comportement des dirigeants politiques, c'est que ces fronts républicains contre l'extrême droite, contre le fascisme n'existent plus. Mais il y a une sorte d'héritage de cette histoire des fronts républicains. Il y a une sorte d'héritage dans la façon de voir les choses, dont beaucoup, dans une partie importante des classes populaires, c'est de dire qu'il y en a une qui est en dehors du système, c'est Le Pen. Alors donc, peut-être que le sponsorship hyper voyant de Zemmour par Vincent Bolloré a servi une fois de plus Marine Le Pen en le posant comme un homme de droite, d'extrême droite, mais sponsorisé par le système, là où Marine Le Pen tentait d'être renversée par Éric Zemmour et par le système. Oui, tout à fait. Voilà. Une des raisons pour lesquelles les classes populaires sont restées attachées à la candidature Le Pen et n'ont pas du tout rallié la candidature Zemmour. Je pense que Zemmour, c'était pas vu comme... Enfin, c'était vu... Enfin, tout le monde le sait, voilà, il a été construit par la télé. Donc c'est difficile. Par la télé d'un milliardaire. Voilà, oui, pas par les médias, oui. par les chaînes dominantes. Donc on voit bien que c'est un produit du système, tout le monde le savait. Donc ça a favorisé Le Pen pour ça. Ça a favorisé un vote Le Pen dans d'autres couches sociales, plus dans les classes moyennes. Qui vont voter et qui ont voté aussi Le Pen. Ça a favorisé Le Pen aussi parce que ça lui a permis, sans bouger d'un millimètre, de se refaire une image quasiment démodérée. Parce que, bon, elle continue de dire les mêmes choses qu'elle disait avant, elle n'a pas changé du tout. Mais comme il y avait quelqu'un qui s'est mis dans le transe beaucoup plus qu'elle, du coup, dans les positionnements relatifs, disons comme ça, ce qui était extrême droite il y a 5 ans, c'est de la droite presque modérée aujourd'hui. Alors qu'il n'y a rien qui a changé de ce point de vue-là. Ça nous amène à évoquer la tentation du vote pour Marine Le Pen dans les classes populaires après l'élimination de Jean-Luc Mélenchon en vue du second tour. Cette tentation, elle est réelle, il est impossible de la nier. La tentation du vote Le Pen existe. Est-ce qu'il y a une possibilité, est-ce que les sondages et les données qu'on a, tout en sachant qu'il faut s'en méfier, nous permettent, Chris, d'avoir une idée de cette tentation Le Pen? Les premiers sondages qui sont sortis juste après le premier tour, montrait entre un quart et un tiers de l'électorat de Mélenchon qui était tenté par cette option. Mais ce qu'on voit, c'est que cette proportion est en train de s'effriter de manière importante. Là, les derniers chiffres que j'ai vus de l'Ipsos, on était à 18 ou 16%, sachant que chez Jadot, c'était, il me semble, de mémoire 15, donc ou 14 peut-être. Donc c'était très similaire. Donc oui, cette tentation existe. Maintenant, il faudra voir si... elle n'est pas majoritaire, ça c'est clair. Et puis il faudra voir ce que ça donne d'ici dimanche prochain, quand un peu l'émotion du premier tour sera retombée. Qui est-ce qui quelle sera la part à voter Le Pen? C'est rien ne garantit qu'elle sera significative de ce point de vue-là. Mais alors, quelque part, finalement, on peut considérer que le pas une voix pour Madame Le Pen, répété 4 fois par Jean-Luc Mélenchon, a dissuadé une partie de sa base électorale. Et quelque part, on pourrait lui reprocher à l'avenir d'avoir été celui qui a aidé à faire élire Emmanuel Macron. Il y a une sorte de piège infernal dans cette affaire. Stéphano. Écoutez, les pièges, c'est d'avoir au deuxième tour Macron et Le Pen. Voilà. Une fois qu'on y est, tout choix qu'on pourrait faire, c'est d'une certaine façon un mauvais choix.
Maintenant, je vais exactement dans la direction de Mélenchon, mais je pense de façon très profonde. Le Pen serait au pouvoir, serait une vraie catastrophe. On me dira Macron aussi. Okay, non, Le Pen, ça serait pire. Ça serait pire à la fois... Le problème, c'est qu'on va toujours te dire que tu évoques une projection d'un côté et des faits de l'autre. Je n'évoque pas une projection, j'évoque des choses très concrètes. Alors, première chose, il y a une fraction des classes populaires à laquelle ceux qui ont voté Mélenchon tiennent, forcément. Il y a une fraction des classes populaires qui vont très directement payer un prix très fort à une éventuelle élection de Le Pen. Ça fait des droits sociaux retirés aux immigrés, ça fait aucune barrière à un discours politique qui pousse au racisme, ça fait vraiment ma carte blanche à la police qui m'attraque dans les barrières, etc. Bon, il y a des ça chez Macron, je dis pas, mais avec Le Pen, ça va être poussé au bout. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, la stratégie de Le Pen. Et ça, c'est différent de Macron. La stratégie de Le Pen s'appuie sur une fraction des classes populaires, une fraction, et sa stratégie est de provoquer, enfin, ce qu'elle a déjà fait, mais de renforcer une division durable, d'alimenter des conflits de façon durable parmi les classes populaires. Ça, c'est la stratégie Le Pen et c'est la stratégie extrême droite partout. Et pour ceux qui tiennent à une sortie du néolibéralisme, comme c'est le cas des électeurs Mélenchon, une division aussi profonde des classes populaires, c'est les problèmes auxquels il faut répondre. Okay? Et Le Pen au pouvoir approfondirait ça. Donc, aggraverait les problèmes et rendrait plus difficile une sortie du système néolibéral. Troisième facteur, et ça, je l'ai dit sur la base de mon expérience italienne, parce que j'ai vu l'extrême droite gouverner en alliance avec Berlusconi, enfin j'ai vu les fascistes gouverner en alliance avec Berlusconi. Qu'est-ce qui se passe quand l'extrême droite gouverne? Ce qui se passe, c'est que l'état des droits est très directement sous attaque, que les libertés fondamentales vont être très directement sous attaque. Et elles le sont déjà. Non. C'est pas pareil. Orban, en Hongrie, ferme des universités quand les enseignants enseignent des choses qui ne lui plaisent pas. Macron a fait des polémiques sur l'islamo-gauchisme à l'université, etc. Il n'a jamais imaginé d'en fermer une. Il a dissous des associations, il a dissous des médias, déjà. Oui, mais alors, il a dissous des associations. Moi, je ne sais pas de protéger ou de faire l'avocat défenseur. J'ai dit simplement que... Et moi, je me fais un peu l'avocat du diable. Les points auxquels tout cela serait poussé par l'extrême droite feraient, parce que ça arriverait, que face à ça, les types d'opposition qui se constituent seraient nécessairement, on n'y échapperait pas, une opposition qui s'est faite au nom de la défense de l'état des droits, de la défense des libertés publiques, etc., etc. Dans ces fronts d'opposition contre l'extrême droite, on retrouverait l'Union populaire, parce qu'on serait dedans, on retrouverait le Parti socialiste, on retrouverait les Verts, on retrouverait une partie importante, je pense, du mouvement de Macron. On serait tous ensemble. Et à ces moments-là, faire entendre la voix de la gauche de rupture comme une voix différente des autres, ça deviendrait difficile. Je répète, c'est exactement ce que j'ai vu en Italie. C'est un des facteurs qui a amené à la disparition de la gauche en Italie. C'est que dans ces fronts communs, dans une opposition qui s'est faite sur ces thèmes-là, les choses se mélangent. Oui. Et il y a peut-être un recyclage, justement, des personnes qui avaient été discréditées de la gauche bourgeoise, entre guillemets, et du camp néolibéral qui avait été discrédité. Peut-être que c'est ce qu'on a vu aux États-Unis. Après Trump, ce n'est pas Bernie Sanders qui était à la Maison-Blanche, mais c'est Joe Biden qui est l'équivalent d'Emmanuel Macron, d'une Hillary Clinton, bref, la partie la plus bourgeoise du Parti démocrate. Et aujourd'hui, Joe Biden est tellement discrédité qu'on peut imaginer un Trump 2. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que pour la gauche américaine, l'élection de Trump, ça a été un peu une catastrophe. Ça a coupé l'élan qu'ils avaient pour influencer le Parti démocrate, voire prendre le pouvoir au sein du Parti démocrate. Ça les a vraiment remis 10 ans en arrière. Et on voit que ça débouche sur une présidence Biden qui était le candidat le plus à droite du Parti démocrate et le plus conservateur, on va dire, et qui incarnait le mieux le système, puisqu'il a fait toute sa carrière, plus de 50 ans, comme cadre du Parti démocrate. Et c'est difficile maintenant encore pour la gauche démocrate d'exister. Et donc, la confrontation qui risque d'avoir lieu encore dans 2 ans pour la présidentielle de
24 aux États-Unis, c'est sûr que il y a très peu de chances que ce soit un candidat issu de la gauche démocrate qui représente le Parti démocrate. Et donc, c'est une décennie perdue du fait de l'élection de Trump. Ça c'est évident. Et est-ce que Trump peut revenir? Ça, c'est un peu particulier parce que c'est une personnalité, on va dire, il y a beaucoup d'affaires. Il y a le fait qu'il a provoqué une sorte d'insurrection contre le Capitole. Donc, sa personnalité à lui et son passif est particulier vraiment, et on ne peut pas faire de généralité. Mais en tout cas, le Parti républicain, lui, ne s'est pas du tout recentré après la défaite de Trump. Donc, il n'y a pas du tout de recentrage, ni au Parti démocrate qui restait sur ses positions qui étaient celles de Clinton, ni sur le Parti républicain qui est toujours sur les positions qui étaient celles de Trump, voire qui est un peu dans une surenchère sur certains thèmes. Alors, bon, avant de terminer, je voulais quand même qu'on pose la question qui fâche. Est-ce que, bon, aux États-Unis, il y a toujours des biais d'analyse ethnique. Est-ce que, quelque part, on peut pas dire que le bloc populaire français, enfin, ce qu'on espérait voir comme le bloc populaire français, est entravé par des considérations ethniques, notamment, pas strictement ethniques, mais disons qu'il y a une partie du bloc populaire, enfin des classes populaires qui n'ont pas de problème avec la diversité, une autre partie qui peut être sensible au discours martelé par le macronisme, et c'est en cela qu'il est vraiment sournois sur l'islamo-gauchisme, le wokisme, etc., qui mettent à distance différentes composantes des classes populaires. Mon intuition, c'est que ce type de discours autour de l'islamo-gauchisme, des valeurs républicaines, et tout ça, ça ne joue pas beaucoup. On a au moins quelques évidences. Regardons la campagne Roussel, par exemple. Roussel fait une campagne, c'est lui qui le dit, qui dit « Moi, je vais reprendre contact avec un peuple qui s'est éloigné de la gauche, parce que la gauche... » Il ne le dit pas comme ça, mais la gauche est devenue communautariste, islamo-gauchiste, etc. Donc, je fais une campagne populaire avec la bonne viande, un coup d'épinard, etc. Bon, est-ce qu'il a récupéré quelque chose? Rien. Peut-être que ça ne parle pas au blog, enfin, aux électeurs déjà installés à gauche, mais peut-être que ça parle à un électorat plus dépolitisé et qui, justement, grossit les rangs du Rassemblement national. Alors moi, c'est ma conviction, je veux dire, je ne peux pas m'appuyer, il n'y a pas de sondages ou des données pour confirmer cela. Je pense qu'il y a beaucoup de blabla médiatique autour de l'islamo-gauchisme et de tous ces thèmes-là. Il y a du racisme en France, ça c'est sérieux. Ça c'est sérieux. Il y a du racisme en France de façon profonde et de façon ancienne. Si vous pouvez remonter il y a 40 ans dans les sondages et on voit que le racisme était déjà là. La priorité aux Français, c'est demandé depuis très longtemps, mais il y a d'autres choses peut-être qui ne sont pas belles à voir, mais si on faisait un référendum sur la peine de mort, je ne suis pas sûr que les non gagneraient. Donc il y a des facteurs comme ça, mais qui n'ont pas évolué de façon telle à expliquer des dynamiques politiques comme la montée du Front National. Parce que début des années 80, quand Mitterrand a abrogé la peine de mort, c'était très impopulaire. C'était très impopulaire. Et donc, s'il y a des classes populaires qui votent extrême droite, il y a une composante raciste dedans. Ça ne fait pas de doute qu'il faut combattre. Et il y a en même temps une composante qui attend de la protection contre les réformes néolibérales, parce que, encore une fois, je pense que le schéma de raisonnement, c'est qu'il y a le système qui veut dans son ensemble ces réformes, et il y a une voie en dehors du système, c'est les peines. Et donc, ce qu'il faut faire du côté du racisme, il faut le combattre. Bon. Et du côté de cette pseudo-demande de protection, parce que le programme de Le Pen, c'est un programme néolibéral. Si jamais gouverné, il y aurait des grosses déceptions dans son électorat. Mais pour combattre cet attachement au Front National d'une partie des classes populaires, il faut continuer à faire ce qu'a fait Mélenchon depuis 10 ans, depuis 15 ans, et depuis 17 ans, parce que ça commence avec le référendum de 2005. Mais c'est construire méthodiquement, patiemment, ça prend du temps, une proposition programmatique, crédible, claire, des ruptures avec le néolibéralisme. Et il faut convaincre sur ça. Il faut convaincre sur ça. Ce n'est pas les systèmes avec un petit des mouvements de l'extrême droite anti-système. C'est non. Il y a ceux qui ont un programme néolibéral, et Le Pen est là-dedans,
Et il y a un autre programme, pas juste d'opposition au libéralisme, il y a un autre programme concret, chiffré, qui est là, et si il y a suffisamment d'efforts, on l'appliquera. Et c'est sûr, je pense que c'est ce boulot-là qu'il faut faire. Maintenant, c'est vrai que c'est plus facile de le faire dans les grandes villes, surtout pour un mouvement qui n'est pas très enraciné sur les territoires. Donc, si on fait ces boulots-là par les médias ou par Internet ou par les réseaux sociaux, ça arrive plus facilement dans les grandes villes que dans les territoires plus éloignés. Et donc peut-être qu'il faut se poser la question d'une structuration territoriale plus forte, une présence territoriale plus forte aussi du mouvement. Ça c'est une vraie question, je pense, si on veut comprendre les difficultés que Ruffin évoque, par exemple. Chris, est-ce que ce qu'on appelle aux États-Unis la identity politics, pour le dire sans l'accent, est-ce que on peut penser que ça a un effet en France, ou alors que ce n'est que le miroir grossissant des obsessions médiatiques? Je pense que c'est surtout une obsession médiatique, mais les rares données qu'on a vues sur le vote, par exemple sur le vote des musulmans, on voit que leur priorité, c'est les mêmes que celles des autres du corps électoral, c'est-à-dire c'est la santé, le pouvoir d'achat, les services publics. Donc c'est de ce point de vue-là, et c'est d'ailleurs ce qu'on observe aussi aux États-Unis, où les classes, les groupes d'électeurs qu'on va classer comme hispaniques ou afro-américains, ils votent d'abord pour des problèmes qui sont liés à leurs conditions matérielles, comme tous les électeurs. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas vraiment de fantasme à avoir. Et après, c'est possible effectivement que c'est ce que je crois que c'est Mediapart qui écrivait ça, que le fait que Mélenchon ait tenu la ligne sur les questions d'antiracisme ou de violence policière, bah ça forcément, ça a aussi un impact direct. C'est des questions qui résonnent et qui ont un impact direct sur les gens qui subissent les violences policières et le racisme. Donc ça peut aussi expliquer l'adhésion. Par exemple, Mélenchon a fait plus de 80 000 voix de plus qu'en 2017 en Seine-Saint-Denis. C'est vraiment remarquable, inversant la tendance à l'augmentation de l'abstention. Donc peut-être qu'il y a eu aussi, ce succès a aussi été permis par la ligne claire vraiment de gauche qui a été tenue sur ces sujets-là. Mais il ne faudrait pas imaginer que ce que va dire Elisabeth Lévy est correct. C'est plus des obsessions et des fantasmes réactionnaires, à mon sens. Merci Stéphano, merci Chris pour cet échange. Le média est un média indépendant qui ne vit que des dons de ceux qui l'aiment et surtout des abonnements. Nous sommes en pleine campagne d'abonnements. Nous avons besoin d'atteindre le nombre de 10 000 abonnés. Vous avez le nombre d'abonnés qui s'affiche. Nous avons besoin de l'atteindre avant l'été. Donc, sans cela, nous serons obligés d'envisager une fermeture parce que nous sommes à bout de souffle après avoir donné pendant plus de 4 ans. Voilà, la balle est de votre côté. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.